Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH, c'est tous les jours du lundi au vendredi, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles, évidemment. Bien dans son job aujourd'hui, célébrer la parentalité en entreprise, ça consiste à quoi et comment? On en parle avec Simon Davla, il est le fondateur de Batch, il va tout nous expliquer dans quelques instants. Le livre de Smart Job, la clarification, qui est une méthode, la clarification pour les coachs et les managers, c'est le titre d'un livre et on en parle avec son auteur Jean-Christophe Vidal, fondateur de l'Institut européen de clarification. Il va tout nous expliquer dans quelques instants. Puis dans le cercle RH, c'est le débat d'actu avec les experts de Smart Job, avec au programme l'emploi, malgré la crise ukrainienne, emploi au beau fixe et chez les cadres en particulier. On reviendra sur ces études et puis on commentera aussi les propositions du syndicat CFE-CGC qui, dans une note très détaillée, restaurer la confiance, aiguillonne non pas les candidats, mais le prochain président ou présidente qui sera élu. Et puis on terminera notre émission avec Fenêtre sur l'emploi, avec un Tinder du recrutement. Now Jobs, c'est son nom et on en parlera à la fin de notre émission. Bien dans son job, c'est tout de suite. Bien dans son job, avec Cegid Talentsoft, la solution intégrée de gestion des talents. Bien dans son job, on parle aujourd'hui de la parentalité. Alors c'est un peu un prétexte aussi pour s'intéresser à la manière dont on communique et comment on communique dans une entreprise. Et on en parle avec Simon Davla. Bonjour Simon. Bonjour. Vous êtes le CEO et le cofondateur de Batch. D'abord, avant de parler de cette célébration de la parentalité, de la manière dont on en parle dans l'entreprise, c'est quoi le cœur de votre métier? C'est d'envoyer des notifications. À l'origine, c'est les notifs sur les téléphones. On est connu, déjà merci de me recevoir, on est connu pour ça effectivement. On crée quelque chose de beaucoup plus large que les notifications, mais si vous recevez des notifs du Monde, du Parisien, de la FNAC, du Bon Coin sur votre téléphone, c'est nous qui les envoyons. Et en fait, on a commencé à développer cette plateforme il y a 6 ans et demi. Et en fait, elle nous a mis sur le chemin d'une plateforme de relations clients, on dit dans le jargon de CRM, nouvelle génération, qui s'adresse à la nouvelle génération des marketeurs, donc de moins de 40 ans, nés avec le mobile, et qui cherche une plateforme de connaissances et de communication client adaptée au monde d'aujourd'hui. Pour ce qui est du Parisien et des titres que vous avez cités, déjà vous êtes une coquille vide, c'est le Parisien qui va nourrir de son contenu et s'appuyer sur votre plateforme, on est d'accord? Absolument, nous on fait l'intelligence de la data et ensuite l'envoi des messages. On envoie 500 milliards de messages par an à plus de 500 millions de personnes, d'individus, qui sont elles-mêmes lectrices ou clientes des applications et sites de nos propres clients. Je ne sais pas si c'est clair, mais c'est ce qu'on appelle le monde du B2B. Le B2B, 500 milliards de messages Exactement. qui transitent par la plateforme. Absolument. Et qui sont reçus sur un téléphone portable, ouais. sur le téléphone et le smartphone. Entrons, alors vous dites ça c'est notre base, et puis on a essayé d'élargir avec cet outil, de réfléchir à d'autres utilités. Parlons de la parentalité. Pourquoi c'est un sujet pour vous qui est important aujourd'hui, justement, et utile grâce à vos notifications? Alors c'est un sujet qui a émergé chez nous très fortement il y a 3 ans, je dirais, dans un effort global de créer une culture d'entreprise forte, collaborative, inclusive, qui nous permette d'atteindre notre objectif business, qui est de créer cette plateforme qui vienne prendre le marché qu'on vise, et de l'autre de créer un environnement interne où mon associé et moi-même, qui avons fondé la boîte, on aimera encore travailler dans 10 ans, qui rendent les gens heureux, performants et leur permettent de faire une belle carrière. Et donc, comme on a... Ça démarre de chez vous, quoi. Ça démarre de chez Batch. Ça part de l'interne. C'est ça, ouais. Ça part de l'interne. Ça part du fait qu'on fait des métiers qui, par ailleurs, sont difficiles, nécessitent un haut niveau de discipline et d'exigence. Des métiers technologiques où on retrouve plutôt des jeunes trentenaires. Et donc, rapidement, à partir de la trentaine, les jeunes papas et mamans chez nous qui commencent à fonder des familles, à avoir des enfants et se posent la question de comment on crée un contexte, une culture, un environnement où chacun peut faire et sa carrière et sa famille en même temps et n'a pas à renoncer ou à prioriser l'un par rapport à l'autre. Mais Simon, comment ça marche d'un point de vue concret? Parce qu'on voit bien l'esprit. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, il y a ces jeunes couples, femmes et hommes d'ailleurs, qui disent « moi, je voudrais trouver un équilibre dans ma vie de papa ou ma vie de maman et mon boulot qui me plaît Oui. ». Comment Batch réussit justement à vous apporter quoi? Du contenu, de l'intelligence? Est-ce que bêtement, vous envoyez la notif pour dire « Isabelle vient d'être maman ou Stéphane vient d'être papa, il est très heureux, il ne sera pas là pendant 3 semaines ou pendant 1 mois parce qu'il prend son congé parentalité ». Alors on n'envoie pas de notif en interne, mais en tout cas on en parle énormément, on explique aux gens comment est-ce qu'on a nous-mêmes pris conscience de ce sujet-là. On a beaucoup de femmes exceptionnelles
chez Batch, chez nous dans l'équipe, on est un peu plus d'une centaine aujourd'hui, qui sont arrivés entre, je dirais, deux grossesses, une qui avait été globalement pas très bien gérée par leur précédent employeur. Moi-même, dans ma vie personnelle, j'ai pas mal d'amis j'ai 37 ans, donc pas mal d'amis qui ont vécu des expériences assez traumatiques. C'est-à-dire les employeurs, au sens large, gèrent encore assez mal les congés mat, les congés pattes, l'absence que ça crée dans les effectifs. Et généralement, ça génère des traumas. Et on s'est dit, là, il y a une superbe opportunité pour nous-mêmes qui passons le cap de la trentaine, de créer une culture idéalement innovante et novatrice autour de ces sujets-là. Comment est-ce qu'on fait ? On commence par en parler énormément en interne, en disant que c'est OK, que c'est top, en disant que ça ne va pas du tout impacter les... Il y a des réus, il y a des moments, il y a des espaces de discussion sur le sujet. On en parle dans le bureau tout le temps, au fil de l'eau, avec les hommes, avec les femmes. On en fait un argument de recrutement qui vient, je dirais, toucher la marque employeur. On faisait partie des premières sociétés à avoir rejoint le mouvement du Parental Act, allongeant le second conjoint de 2 à 4 semaines. On a un programme de places en crèche aujourd'hui pour nos jeunes parents. Vous réservez des places dans des crèches dédiées ? Absolument. Ouais, ce qu'on se dit, c'est que ces initiatives culturelles, bon, il faut une obligation de moyens, et puis il faut aussi que ça nous coûte. Il faut qu'on puisse tous les ans chiffrer, je dirais, le poids de l'investissement en congés supplémentaires, en places en crèche. Donc chez nous, c'est des dizaines, parfois des centaines de milliers d'euros par an pour justement accompagner, créer en fait de la confiance et du bien-être, désangoisser ces sujets qui, pour les jeunes parents, les primo-parents, sont toujours un peu stressants. Maintenant, on a plein de parents chez nous, donc on a des groupes d'entraide entre primo-parents et parents qui ont déjà des petits-enfants pour se coacher entre eux. On en fait un événement de célébration quand on apprend des grossesses. On va jusqu'à promouvoir dans leur carrière et dans leur rémunération des mères ou des pères qui s'absenteraient pour des congés pattes ou maternité. On en fait vraiment quelque chose qui ne doit absolument pas toucher, impacter la carrière des gens qui travaillent chez nous. Moi, je crois assez peu au fameux équilibre pro-perso, comme si l'un se faisait au détriment de l'autre. En fait, les gens qui sont très bien dans leur job ramènent un équilibre, une énergie, un bonheur à la maison, et les gens qui sont très bien à la maison ramènent une énergie, un équilibre, un bonheur au taf, quoi. Et l'un ne se ferait pas au détriment de l'autre. Et donc, le point de départ, pour nous, c'est d'agir sur ce sur quoi on peut agir, et donc de créer un cadre qui, à minima au travail, permet aux gens de travailler de manière désangoissée. Et on veut, et je finirai là-dessus, que les gens s'inscrivent dans la durée. Nous, ce qu'on sait, c'est que les gens chez Batch commencent à être extrêmement performants dans leur job au bout d'1 an et demi, 2 ans, et que c'est aussi là où il y a le risque le plus important de les perdre. Bah oui. Parce qu'ils sont le plus chassés à ce moment-là. Au bout de 2 ans chez nous, qui sommes une boîte maintenant assez visible et reconnue comme une bonne école de formation, les gens viennent chasser chez nous. Et c'est aussi là où, au bout de 2 ans, on peut avoir un petit coup de mou de « Ah, j'ai cligné des yeux, il s'est passé 1000 trucs, mais je suis un peu fatigué ». Et en fait, tout l'enjeu pour nous, c'est de s'assurer que les gens transitionnent le mieux de cette première année et demie, 2 ans, vers 3-5 ans, et s'inscrivent dans la durée. Et donc, s'ils doivent faire des choix sur la parentalité, forcément, on va en perdre plus qu'à l'inverse. Donc, vous l'avez évoqué d'une manière très cash, il y a l'aspect marque employeur, c'est-à-dire que ceux qui vont vous écouter vont se dire « Ah oui, chez Batch, il y a quand même... » C'est le cran au-dessus, parce que la parentalité, ces sujets sont quand même traités de plus en plus, mais vous avez décidé d'en faire plus que les autres. C'est quoi l'esprit ? C'est d'être une entreprise vertueuse, comment vous pourriez vous définir ? Parce qu'on sent vraiment qu'il y a une éthique, il y a une raison d'être dans ce... C'est uniquement pour rendre les gens productifs dans la boîte, ou c'est parce qu'il y a une forme d'humanisme chez vous, avec votre associé ? Je suis toujours très cash sur ces sujets. On fait ça de manière intéressée pour obtenir de la performance. Bah oui. On ne fait pas par altruisme, je dirais, tout à fait illusoire ou désintéressé. On reste une boîte. On a levé des fonds, on a levé 20 millions d'euros. On est plus d'une centaine de personnes. On a la responsabilité que notre business soit performant parce que finalement, on a la responsabilité de centaines de salaires qui touchent des familles. Donc, au bout du compte, on crée cet environnement pour que les gens soient heureux. Et on sait que s'ils sont heureux dans leur taf et qu'ils s'épanouissent, ils vont être performants. Donc l'un va avec l'autre. Vous avez des retours, vous avez, j'imagine, des questionnaires envoyés aux collaborateurs, aux femmes, aux hommes, sur ces sujets et sur les autres, parce qu'il y a le débat de la flexibilité, il y a le débat du télétravail, il y a le débat « je veux travailler à la maison ». Ces débats-là sont posés, évidemment, devant vous. Mais qu'est-ce qui ressort de toutes ces études ou de ces questionnaires que vous envoyez aux salariés ? Qu'est-ce qui ressort ? Alors, ça dépend. Je dirais qu'on a une grosse équipe RH. Un des 3 grands enjeux de notre levée de fonds de 20 millions d'euros l'an dernier, c'était évidemment l'expansion internationale, business, le produit, mais la culture en priorité,
une équipe RH, des gens au service des gens chez nous. On fait énormément de sondages, on fait les sondages Happy at Work tous les ans, notamment, qui viennent questionner toutes les équipes sur justement l'équilibre, le niveau d'engagement, l'impression de progresser dans sa carrière, la relation managériale, la mission de la boîte, le bien-être. Donc, qu'est-ce qu'il en ressort? J'ai envie de dire 1000 choses. Le parti pris, c'est de se dire qu'on ne peut améliorer que ce qu'on mesure. Un des effets positifs, par exemple, de la parentalité, ça a été de nous aider à féminiser énormément la société, qui était plutôt une équipe, une boîte de commerciaux vous avez d'ingénieurs. attiré des femmes qui se sont dit, mais là, il y a un espace où je peux m'épanouir. Absolument. La parentalité, ça a été on en a fait un cheval de bataille parce que ça nous a permis de parler à tout le monde, jeunes parents, mais davantage au cœur des femmes, j'espère. Donc d'en attirer beaucoup. Donc de féminiser toutes nos équipes. Notre équipe tech est passée de 0% de femmes à 20% de femmes. Ça, c'est pas mal. La boîte, au global, on était plutôt à 80-20 hommes-femmes il y a 4 ans. Là, on est à 45-55. Et donc, ces efforts, ces investissements sur la parentalité pour de la performance qui crée de la parité, crée de la diversité, et donc, à nouveau, un environnement où se fait de l'émulation, les gens seront heureux de travailler parce que personne ne veut bosser dans une boîte où il n'y a que des mecs ou que des meufs. Les gens veulent travailler dans des boîtes où il y a un bon équilibre, une émulation. Et donc, tout ça, à la fin, ça crée un contexte positif qui, in fine, crée de la performance. Donc vous êtes un chef d'entreprise, vous vous définissez encore comme un start-upper, parce qu'il y a quand même un esprit un peu start-upper, où vous dites maintenant, on a 100 collaborateurs et on est devenu grand, quoi. On est des adultes, c'est fini les start-up. Alors, vous connaissez la citation de Jeff Bezos, it's always day one, il faut essayer de garder cet état d'esprit vous l'avez quand où vous on envisage, j'essaie de le conserver, on essaie de garder cet état d'esprit où il faut arriver le matin au boulot et se dire, ok, tout est possible, c'est le premier jour, on peut encore inventer, on peut encore créer. Il faut le faire de manière plus structurée, mais par ailleurs, on a plus de moyens, on a aussi plus de responsabilités parce que plus de gens dépendent sur nous, notre équipe, nos investisseurs, nos clients qui se servent de la plateforme. Donc, on essaie de garder cet état d'esprit start-up et je pense qu'on a jusqu'à présent pas trop mal réussi à le garder et surtout à le transmettre à des gens qui nous rejoignent. Vous êtes passionné en tout cas, Simon Davlat. Oui, je suis absolument passionné par le projet culturel. Le projet culturel, l'équipe et la qualité extrême de l'équipe qu'on a réussi à attirer et qu'on essaie de garder chez nous et à qui on a confié les clés de la boîte aujourd'hui. Moi, c'est mon driver, c'est mon motif, c'est mon élément de motivation numéro 1 aujourd'hui dans le projet. C'est vraiment l'équipe et le projet humain et culturel. Ouais. Et la joie ou en tout cas le bien-être, sans parler de joie, que vous générez aussi à l'intérieur de votre boîte, qui est plus une start-up. Vous êtes d'accord? Je ne sais pas ce que veut dire start-up. Je pense que start-up, ce n'est pas un nombre d'employés, c'est évidemment un état d'esprit. Et on est d'accord. Merci Simon Davlat. Merci à vous. CEO, cofondateur de Batch. Allez donc jeter un œil parce que la description qu'il fait de son entreprise, de sa start-up, c'est plutôt effectivement très attractif et intéressant. Et pour les femmes notamment. Merci de nous avoir rendu visite et bon vent. Notre rubrique, comme chaque semaine, vous la connaissez, c'est le livre de Smart Job. On parle de la clarification. Alors c'est un mot de vocabulaire évidemment que vous connaissez, mais là vous allez voir, il a une définition psy pour les coachs notamment, et on en parle avec l'auteur justement d'un livre sur ce sujet. Le livre de Smart Job, comme chaque semaine, et on va parler de ce livre, la clarification pour les coachs et les managers. Ce sont les non-dits qui maintiennent les problèmes. Ça, c'est déjà un sous-titre très intéressant, et on en parle avec son auteur, Jean-Christophe Vidal. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous avez votre livre, qui est un livre extrêmement travaillé, documenté sur ce qu'est la clarification. Je précise que c'est une question que je vous posais en préparant l'émission. Vous n'êtes pas psychologue, psychothérapeute ou psychanalyste, mais vous êtes à l'origine avocat d'affaires, vous avez fait HEC, et puis vous vous êtes formé à la clarification. Déjà, le sous-titre, il nous dit des choses très importantes. Ce sont les non-dits qui maintiennent les problèmes. Et très rapidement, dans le début, une approche centrée sur la relation, et je vous cite, la clarification se centre sur l'amélioration de nos relations, parce que c'est là que les problèmes quotidiens se manifestent. C'est très intéressant parce que c'est la vie du quotidien, la clarification. C'est nos relations du quotidien. Oui, absolument. Donc là, on les applique à l'entreprise. Parce qu'effectivement, on sait qu'en entreprise, la performance dépend directement de la qualité des interactions. Et on sait aussi tous les dégâts que causent les incompréhensions et les non-dits au quotidien dans l'entreprise, avec des pertes d'énergie, de temps, d'argent, du mal-être, des échecs. Donc c'est là que la clarification intervient. Destiné, c'est votre livre, pour le situer, pour le ranger sur l'étagère, c'est destiné à des coachs qui pourraient utiliser la méthode ou directement à des managers qui s'intéresseraient à ce livre aux deux. Aux deux, puisqu'en fait, comme vous venez de le dire, c'est une approche qui peut être utilisée par des coachs lorsqu'ils veulent aider leurs coachés à résoudre des problèmes, puisque ce qui maintient les problèmes, c'est les non-dits.
Et puis, ça peut être utile pour des managers qui, eux, veulent fluidifier leur communication pour éviter le plus possible qu'apparaissent ces non-dits. Qui a inventé, dans la 4e de couve, on parle de Jacques de Panafieux, qui a inventé, parce que la clarification, c'est un mot de vocabulaire, et qui veut bien dire ce que ça veut dire. Il faut faire la clarification. Mais ça veut dire encore autre chose dans votre... Oui, quand je l'écris là avec un C majuscule, c'est pour désigner justement une approche qui est à la base une approche de psychothérapie, justement, qui a été inventée par M. Charles Berner, qui est un Américain, et qui est arrivé en France à travers Jacques de Panafieux, auprès de qui je me suis formé. Et donc voilà comment j'ai découvert la clarification. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai adapté la clarification au coaching et au management. Pour le simplifier, et puis je laisse quand même les lecteurs s'y pencher, parce qu'il y a des dessins, il y a des schémas, il y a le cerveau, il y a toutes les interactions. C'est quoi la clarification avec un C majuscule ? Ben justement, c'est cette approche qui va vous permettre d'améliorer vos relations aux autres et d'améliorer vos interactions avec eux en levant, en dénouant les incompréhensions et les non-dits. Et mais pour ça se passe à 3 ? Non, ça se passe là. Enfin, il y a un coach ? Non, il y a deux façons de l'avoir. Soit je suis coach clarificateur et je l'utilise en séance de coaching, soit je suis là comme maintenant avec vous, je dialogue avec vous et je l'utilise pour chercher à vous comprendre. Parce que la clarification, ce que vous dites, là, vraiment, ce qu'elle propose de radical et de révolutionnaire, c'est une solution très simple. Elle dit, puisque le besoin de chacun est d'être compris, eh ben, on va donner la priorité à l'autre et on va chercher à le comprendre avant d'être compris par lui. Et ça, en fait, ça paraît très rationnel, mais en réalité, c'est complètement contre-intuitif, puisque le besoin de chacun, c'est de parler pour être compris d'abord. Au point que souvent, on en oublie de... On se parle à soi-même. Oui, et on en oublie d'écouter et de se taire. Donc la matrice, c'est d'aller, pas rentrer dans le cerveau de l'autre, mais comprendre l'autre. Voilà, complètement comprendre l'autre. Donc ça veut dire que ça passe aussi par une forme de maïentique, parce qu'il peut y avoir... ça passe par deux choses, en fait. La parole ? Ça passe... Non, l'écoute. C'est-à-dire... Vous savez que c'est... Oui, c'est le réflexe. Ouais. L'écoute. Et l'écoute, en fait, la clarification, elle vous apporte deux types d'outils. Elle vous apporte un outil sur la posture. Puisque si vous voulez complètement comprendre l'autre, eh ben, il va falloir qu'il ait confiance, qu'il sente écouter sans jugement, par exemple. Et c'est très difficile, puisque la majorité du temps, quand j'écoute, je pense déjà à ce que je vais dire. C'est vrai. Bon. Et donc là, c'est pas du tout ça qu'il faut faire. Il faut vraiment écouter en étant vraiment portant toute son attention sur l'autre pour chercher à le comprendre. Ça, c'est la posture. Et puis ensuite, il y a les outils. Quand vous voulez comprendre quelqu'un, grosso modo, vous avez besoin de 3 outils, pour faire simple. Vous avez besoin d'abord d'un outil pour qu'il puisse, lui, faire le tour de son sujet. Vous voulez comprendre tout ce qu'il a à vous dire sur votre sujet. Une globalité. Voilà. Par exemple, moi, quand j'étais avocat et que je rencontrais pour la première fois un directeur juridique, je lui posais aucune question. Je lui disais, dites-moi ce que vous attendez d'un cabinet avocat. Quand il m'avait parlé une demi-heure de ce qu'il attendait d'un cabinet avocat, j'étais quand même assez bien placé pour savoir quoi lui proposer ou ne pas lui proposer. Le deuxième outil que propose la clarification, c'est permettre à la personne d'aller au bout de son idée, justement pour verbaliser les non-dits. Et là, elle a vraiment quelque chose de très puissant, c'est qu'elle identifie, elle repère ce que j'appelle les marqueurs des non-dits. C'est-à-dire qu'en écoutant parler quelqu'un, la clarification vous permet de savoir quand est-ce qu'il est proche d'un non-dit. Je vous donne un exemple. Supposez qu'un manager dise « tant que ça continuera comme ça au bureau, on n'ira nulle part ». Et bien la clarification vous propose de dire « vous pouvez préciser ?» Et le manager peut répondre par exemple « en fait, moi j'ai un chef qui change de stratégie tous les 6 mois, je suis complètement découragé, je suis épuisé, je veux plus travailler, mais je sais pas comment lui dire parce qu'en plus il est sympa. » Mais Jean-Christophe, il y a un peu de maïentique, c'est-à-dire que par une très courte question de relance, oui. Ça permet de déverrouiller les non-dits. Voilà. Il y a un peu de Socrate là-dedans quand même. Oui, on peut dire ça comme ça. On déverrouille à travers un... Est-ce que dans le troisième outil, parce qu'il y a le troisième outil. Oui, le troisième outil. Justement, je voulais vous parler du troisième outil. Le troisième outil, il est plus à l'usage des coachs. On apprend au coach clarificateur à accompagner le coaché dans son émotion quand elle est forte. Je vous donne un exemple. Vous avez par exemple un manager qui est en colère contre un collaborateur dont il trouve le travail pas à la hauteur. Donc, moi, en tant que clarificateur, je vais l'écouter et je vais l'accompagner dans sa colère. Je vais lui faire ressentir sa colère parce que toute émotion vient pour partir. Le meilleur exemple, c'est le fou rire. Quand vous avez fini de rire, ce qui vous faisait hurler de rire, vous ne fait même plus sourire. Ce qui est vrai pour le fou rire est vrai pour la colère, pour l'agacement et pour tout le reste. Donc là, je vais l'accompagner dans le ressenti de sa colère et quand il a fini de la ressentir, elle s'apaise et c'est là
où il y a un cadeau, l'émotion livre son cadeau, et le cadeau c'est quoi? C'est le non-dit qu'elle masquait. Et là, il va dire par exemple, là je me rends compte qu'en fait je suis très en colère contre ce collaborateur, mais je suis aussi en colère contre moi. Parce qu'en fait, je savais bien que ce que je lui donnais était un peu au-dessus de ses capacités, il fallait que je l'aide, et je ne l'ai pas fait. Et là, le non-dit est sorti, on a fait le tour du sujet, c'est fini, il n'y a plus de problème. Vous revalidez derrière? Une fois que cette personne a, entre guillemets, a fait une forme de remise en question sur lui-même ou d'analyse de lui-même, puisqu'il y a une forme d'analyse. En fait, c'est une prise de conscience. Mais vous dites... Donc c'est la prise de conscience, il n'a pas besoin de moi. Là, moi, j'ai juste accompagné. Mais j'ai rien à dire. Effectivement, on y voit aussi, il faut vraiment que vous lisiez ce livre parce qu'il est extrêmement dense, passionnant et très technique par ailleurs, parce qu'il donne des clés très fortes. Il y a un peu, vous le disiez au départ, c'est de la psychothérapie, c'est une forme presque de psychanalyse. Alors, je crois qu'il faut être très clair là-dessus, c'est pas de la psychothérapie dans la mesure où la psychothérapie, pour le dire simplement, c'est quand on parle de papa et maman. C'est ça. En coaching, C'est en vrai. clarification, on ne parle pas de papa et maman. Là, on D'accord. parle de sa relation avec son collaborateur. Donc ça reste très pro. Ça déborde jamais? Non, moi je l'utilise toujours, enfin je n'utilise que ça, et j'interviens dans beaucoup d'entreprises, et je n'utilise que la clarification. Donc les gens sentent bien que c'est du coaching et pas de la psychothérapie. Ça peut aussi être utilisé en psychothérapie, mais ce n'est pas le cas ici. Je vous invite à lire ce livre parce que c'est une méthodologie assez extraordinaire venue donc d'un chercheur américain, si vous l'aviez expliqué tout à l'heure. La clarification pour les coachs et les managers. Et Jean-Christophe Vidal, vous êtes le fondateur de l'Institut européen de clarification, livre sorti aux éditions Erol. Je ne l'avais pas précisé. C'est un vrai plaisir de vous écouter. J'ai peu parlé, vous avez vu. Je vous ai accompagné. Je ne sais pas si j'ai. Merci. Je sais pas si j'ai fait mes premiers pas de clarificateur. On fait une courte pause et on va retrouver évidemment les experts de Smart Job pour balayer l'actualité du vendredi. Alors, focus sur l'emploi. C'est vrai que l'emploi est au beau fixe. Hormis cette crise ukrainienne, tout va bien. Beau fixe aussi pour l'emploi des cadres. Et puis, on s'intéressera à l'étude de la CFE-CGC. Restaurer la confiance, c'est une interpellation pour ceux et celles ou celui qui prendra le pouvoir dans quelques mois, le futur président de la République. Voilà le programme, c'est tout de suite, juste après la pause. Le cercle des experts de Smart Job. L'actualité, elle est évidemment baignée par cette actualité ukrainienne, les inquiétudes autour de l'économie, évidemment percutées de plein fouet. Mais les chiffres qu'on va découvrir dans quelques instants sont très intéressants parce que l'emploi se porte bien, l'emploi en général, parce qu'il y a vraiment un coup d'accélérateur. Chez les cadres aussi, on mettra un bémol parce que l'étude proposée par Pôle emploi avait été faite avant le début de la guerre en Ukraine. Donc il faudra rester prudent, mais en tout cas les chiffres qu'on vous présentera sont quand même assez encourageants. Et puis il y a un rapport qui est une étude très détaillée, voire même une interpellation qui a été faite par la CFE-CGC, Restaurer la confiance, qui est un travail très approfondi de plus d'une centaine de pages en listant les éléments justement adressés à la future ou au futur président de la République sur ce qu'il doit faire pour restaurer la confiance. Et on va en parler avec mes invités. Olivia Copin, ravie de vous accueillir, fondatrice de Juste Business, enseignante au CELSA. Vous avez vu, maintenant je le dis parfaitement. Et puis j'accueille Stéphane Marchand. Bonjour Stéphane. Bonjour. Vous êtes le rédacteur en chef de Pour l'Écho. On va voir la une. Peut-on imiter les succès des autres avec des modèles, puisqu'il y a le modèle nordique. Je crois que le numéro précédent, vous traitiez de l'emploi, je ne dis pas de bêtises. Absolument, oui, on a traité de l'emploi, bien sûr. Ce chiffre quand même, parce qu'il est impressionnant, les intentions d'embauche au plus haut. J'aimerais quand même entendre votre point de vue. Il y a plus de 3 millions d'intentions. C'est 323 000 de plus qu'en 2021. C'est un plus 12%, un 11,9% pour être précis. Ça vous évoque quoi, Stéphane? Parce que on est dans un climat un peu anxiogène, où on voit tout en noir. La guerre, ces images qui nous percutent, et en même temps, j'allais dire, les chiffres sont encourageants. À mon avis, c'est dans le sillage de notre surprise à la sortie du Covid. On avait dit pendant le Covid, sur ce plateau même, que c'était une catastrophe qui nous attendait pour l'emploi, avec des faillites en série. La réalité en sortie de Covid, c'est que l'embauche et le moral des patrons est bon. Ils veulent investir, ils veulent embaucher. Et ça, c'est deux marqueurs fondamentaux de la bonne santé d'une entreprise. Si on veut investir et si on veut embaucher, c'est-à-dire si on veut prendre deux types de risques, c'est parce qu'on a vraiment l'impression que les carnets de commandes sont remplis et que l'activité va grossir. Donc c'est très important. Le chiffre que vous citez est d'autant plus important qu'en général, à travers l'histoire, 90% des intentions d'embauche se traduisent par de véritables embauches. 9 sur 10, je crois, voilà. C'est ça. Donc c'est quand même des chiffres encourageants qui montrent
Et là aussi, on joue avec les paradoxes. Quand on interroge les chefs d'entreprise, ils sont dans une petite baisse de confiance là, depuis le début de la guerre en Ukraine, ce qui ne les empêche pas de vouloir embaucher. Oui, effectivement. D'ailleurs, quand on regarde un peu le profil de ces entreprises, il me semble que 7 projets de recrutement sur 10 concernent des entreprises de moins de 50 salariés. Donc, on voit bien qu'il y a le tissu économique, les TPE, les PME, qui d'ailleurs a été très soutenu pendant la crise du Covid, est bien assez actif. Et ce qui est intéressant de regarder un peu dans ces chiffres, c'est que, bon, effectivement, il y a 38% à peu près des projets de recrutement qui sont liés en fait à un surcroît d'activité. Donc, l'activité mondiale, en fait, elle s'est arrêtée net pendant le Covid. Donc on peut imaginer aussi qu'il y a des projets qui ont été reportés, qui reprennent à ce jour. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il me semble qu'il y a 30% des projets qui sont liés en fait à des départs définitifs des salariés et 10% qui sont liés à des arrêts maladie. Donc il y a aussi un peu le jeu de la chaise vide. Quand on regarde en plus les secteurs qui sont concernés par ce recrutement intense, on a la restauration, les infirmiers par exemple, 2 secteurs où il y a eu quand même énormément de départs, énormément de crise de sens autour de ces métiers. Et des postes vacants. Et des postes vacants. Oui, c'est pas de la création nette, c'est du remplacement de postes parce qu'il faut vite remplacer des salariés. 2 bémols quand même, je le redis, ça c'est moi ça m'interpelle. L'étude Pôle Emploi, la dernière en date du 5 avril, elle a été faite juste avant le début de la guerre en Ukraine. Est-ce que Stéphane, et ça c'est une question qui nous ramène à l'actualité du moment, est-ce que il faudra pas revoir ces chiffres à la baisse ? Est-ce que l'optimisme restera le même ? Non, alors. Il y a un risque quand même. Bien sûr, il y a un risque parce que, par exemple, la facture énergétique des entreprises va augmenter. Même si l'État peut, dans une certaine mesure, protéger et les individus et les entreprises contre cette hausse, il y aura vraiment un surcoût énergétique et donc une petite inquiétude sur la capacité à maintenir ces marges. Mais cela ne veut pas dire que les carnets de commandes vont pour autant disparaître. Donc, je veux être optimiste. Je suis toujours dans cette optique-là. Donc, mais vous avez raison. C'est une. Et puis, il y a un deuxième caveat, c'est que dans les 2 secteurs que vient de signifier ma voisine, il y a des secteurs dans lesquels il y a très peu de marge de manœuvre pour augmenter les salaires. Donc, vous voulez embaucher ? Oui. Mais est-ce que vous êtes capable de mettre l'argent pour attirer les gens ? Non. Donc vous risquez de continuer à vouloir embaucher sans pouvoir embaucher. Parce qu'il y a un deuxième sujet qui est sous-jacent. Il y a des entreprises qui accélèrent, qui ont besoin de main-d'œuvre, qualifiée ou pas d'ailleurs. Mais globalement, on va arriver à un choc de pouvoir d'achat avec des salariés qui vont être objectivement de plus en plus exigeants au moment de l'embauche. Ah oui, parce qu'eux aussi, leur facture énergétique, la facture alimentaire, bref, leur pouvoir d'achat aura baissé. Oui, là, on voit bien au niveau des chiffres, il y a vraiment une augmentation en fait, des prix, que ce soit dans l'alimentaire, dans l'énergie, qui va vraiment impacter le pouvoir d'achat. Donc, au-delà de cet aspect-là, il y a aussi l'aspect psychologique de la guerre sur le moral des Français, leur enthousiasme par rapport à la consommation, voilà, aller au restaurant, s'acheter des vêtements. Donc, je pense qu'effectivement, à un moment donné, il risque d'avoir un impact en fait, sur ces secteurs-là. Après, comme vous le dites, les secteurs aujourd'hui qui ont besoin de recruter, on ne peut pas se passer d'infirmiers aujourd'hui en France. Donc, une d'aide à la personne. Et la difficulté, ça va être de trouver évidemment des salaires attractifs, alors qu'on a devant nous une crise du pouvoir d'achat. Alors, la crise du Covid, on a réussi à protéger les Français quoi qu'il en coûte. L'État était là. Est-ce qu'on va réussir à faire la même chose face à la crise énergétique et à cette guerre en Ukraine qui risque de s'éterniser, il dirait, plus longtemps que prévu. On a un troisième quoi qu'il en coûte, puisque les aides, des primes, d'aides au soutien énergétique, c'est une forme de quoi qu'il en coûte. Avec le gouvernement qui annonce là qu'il va poursuivre, s'il est élu, 2 nouvelles aides très rapides pour aider les salariés, là cette fois-ci directement. Donc de nouveau, l'État relève les manches. Oui, alors on est toujours, mais pas pour longtemps à mon avis, dans une ambiance de taux très bas. Mais il est clair, ça remonte, ce qui vient des États-Unis, ce qui va bientôt venir de Francfort, de la Banque Centrale Européenne, c'est que les taux vont remonter et que par conséquent, le quoi qu'il en coûte va devenir de plus en plus coûteux et que ça s'arrêtera. Donc ça, c'est un véritable problème. Les taux vont remonter, c'est certain. L'inflation est à 4,5, on nous parle d'une inflation à 5. Les Allemands sont à 8. Et encore, on a de la chance en France. On a de la chance, bien sûr, parce qu'on a l'énergie nucléaire pour le... Juste un mot, parce que je ne voudrais pas qu'on oublie la CFE-CGC. Ils ont dit des choses. Il y a 2 sujets. Il y a l'emploi des cadres, avec 63 000 créations nettes de postes cadres en 2021. Mais j'ai lu un papier en préparant l'émission qui matinait un peu ce chiffre en disant la crise ukrainienne, autant n'impacte pas les services à la personne, ces emplois dont on vient de parler, mais en revanche, risque d'impacter un peu plus les cadres. Ça risque d'être plus compliqué. Est-ce que vous avez cette même information ou cette même sensation ? Alors d'abord, les projets de recrutement de cadres affichés aujourd'hui sont très élevés. Plus élevés que, je ne suis pas un expert, mais plus élevés que l'année dernière, beaucoup plus.
c'est à mettre en face du fait que c'est de plus en plus difficile, semble-t-il, on a publié récemment une enquête dans ce sens, de recruter des cadres, de motiver des salariés pour qu'ils deviennent cadres et qu'ils prennent des responsabilités de manager. Les faire monter à l'intérieur, ouais. Donc ça aussi, c'est une difficulté. Et Ça puis, peut être un goulot d'étranglement. Il y a quand même Olivia. oui, en fait, il y a quand même un sujet aussi sur les cadres, c'est qu'effectivement, il y a le critère du salaire, mais il y a aussi un gros sujet sur le télétravail. Les personnes qui veulent monter en responsabilité, mais aujourd'hui, on négocie, moi je le vois avec les RH autour de nous, on négocie pas le salaire, on négocie le nombre de jours télétravail. La qualité de vie, en La fait. qualité de Ben vie. oui. Et effectivement, Ben oui. la guerre en Ukraine qui va quand même impacter le pouvoir d'achat, si on ne peut pas grimper en pouvoir d'achat, on va essayer de négocier sur autre chose. Après, pour revenir sur ce qui a été dit, effectivement, je pense qu'il faut aussi rappeler qu'on est dans un contexte d'élection présidentielle, et donc du coup, c'est pas, sans tomber dans un cynisme, c'est pas du coup à ce moment-là qu'on coupe les robinets. Donc effectivement, là, on Ça me reste, semble clair. voilà, on reste quand même dans le quoi qu'il en coûte. Mais là où je vous rejoins, c'est qu'à un moment donné, on ne pourra pas supporter un quoi qu'il en coûte encore Avec une dette abyssale, hein, quand même. avec une dette abyssale. Donc ça risque de poser problème. Les employeurs s'attendent, disent-ils, et ça c'est le contrepoint de tout cela, dans certains secteurs que vous avez évoqués, s'attendent à des difficultés de recrutement Oui. pour 6 projets sur 10. C'est-à-dire que 9 sur 10 vont au bout parce qu'ils se battent pour les avoir, mais néanmoins, 6 projets sur 10, ils disent on ne trouve pas chaussures à notre pied. C'est un sujet quand même, ça. Alors ça, il faut vraiment prendre... Oui, il faut vit des saucissonner paradoxes, le là. problème. Vous avez des jobs comme, par exemple, hôtellerie-restauration ou service à la personne. En galère. Où le problème, c'est que on a du mal à attirer les gens par des salaires corrects parce qu'il n'y a pas beaucoup de marge, il n'y a pas beaucoup d'argent. Il y a une deuxième catégorie, c'est les jobs start-up, les data scientists, les jeunes ingénieurs. Et les start-up s'arrachent ces gens-là, et comme il y en a en nombre limité, il y a un problème. Et puis, il y a un troisième sujet, c'est les métiers, au contraire, très traditionnels, que l'on a laissé s'évaporer. Ben oui. Par exemple, parce qu'on a arrêté de fabriquer des centrales nucléaires ou qu'on a arrêté telle ou telle chose. Les chaudronniers, les zingueurs, les couvreurs, Soudeurs. tous ces jobs très très traditionnels. Et là, il y a une chose essentielle à faire, c'est faire revenir dans l'emploi les seniors qui ont déjà pris leur retraite, qui ont l'expertise et qui souhaitent recommencer à travailler pour une partie de leur temps. Je ne sais pas si vous avez reçu ici une entreprise, par exemple, qui s'appelle Expert Connect, mais il y en a un certain nombre, et qui, à chaque fois, qui propose des échanges entre des entreprises et des retraités. Je vous rappelle qu'après la tempête de 1999, si EDF a réussi à réparer le réseau aussi rapidement, c'est grâce aux seniors. Là, Expert Connect sont venus plusieurs fois dans l'émission. C'est vrai qu'ils ne ciblaient pas, pour être assez direct, les soudeurs et les électromécaniciens et techniciens. Ils étaient plutôt sur des cols blancs, sur une expertise un peu tertiaire. Je me dis qu'il faut quand même sacrément motiver le soudeur ou le chaudronnier qui, à 62 ans, a fait une carrière longue, pleine et parfois un peu difficile, de lui dire, écoutez, vous ne pouvez pas repartir 5 ans pour nous souder. Vous voyez, ça reste compliqué quand même, Stéphane, ça. Ça se négocie, ça sera se certainement pas pour un plein temps. Et voilà. Il y a quand même beaucoup de retraités qui n'arrivent pas à occuper leur temps aussi bien qu'ils le voudraient. Et qui n'ont pas la retraite de leur rêve, par ailleurs. Exactement. Pour le dire assez clairement, parce que ce n'est pas uniquement le plaisir du métier, c'est aussi qu'on fait le joint, comme on dit. Qui demandent plus une augmentation, une revalorisation de leur retraite que revenir sur le marché du travail. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on voit la crise, effectivement, comme vous le disiez, elle est à plusieurs niveaux. Vous avez ces métiers qui sont plus du tout attractifs, parce qu'évidemment, en fait, le rapport au travail a complètement changé avec le Covid, et notre seuil de tolérance par rapport à cette contrainte-là n'est plus le même. Donc, on n'accepte plus de travailler dans les mêmes conditions. L'exemple de la restauration, je trouve que c'est un exemple frappant. Le salaire augmenté, les négociations ont eu lieu, il faut le dire. Les négociations ont lieu, mais pour autant, est-ce que les chiffres derrière suivent? Non, parce qu'il n'y a pas que le salaire, il y a aussi les conditions de travail. Est-ce que j'ai dû, par exemple, dans la restauration, c'était pratiquement impossible d'avoir une vie de famille. Et ça, aujourd'hui, les jeunes n'en veulent plus. Ils sont en négo, d'ailleurs, pour être précis. Ils sont dans la négo sur le cadre de vie, là. C'est le plus dur. Le salaire, ça n'a pas été si compliqué, au final. C'est maintenant... c'est la manière de travailler, cette nouvelle manière de travailler qui va être compliquée à acter. Évidemment, dans les cadres sub, dans les entreprises du CAC 40, on voit aujourd'hui, pour l'attractivité des talents, on va négocier d'autres choses. Au-delà du salaire, ça va être, moi, j'ai décidé d'habiter à 3 heures de Paris. Il me faut un lieu tiers. Il me faut un lieu tiers. Qui va payer, en fait, mon transport une fois que le télétravail est négocié, qui paye à qui, et la charge du... Donc, c'est un ensemble de sujets, c'est un vrai casse-tête pour les entreprises, sans parler, parce qu'on parlait de l'aspect psychologique de la guerre en Ukraine, où il faut en plus mobiliser ceux qui sont toujours dans l'entreprise, donner du sens à leur travail et arriver à les accompagner au mieux.
On termine avec ce document. Alors, il faut prendre un peu de temps pour le lire. Il y a une synthèse qui est un document réalisé par la CFE-CGC qui a été présenté et qui sert à aiguillonner. Alors, parfois, vous connaissez la technique, on aiguillonne les candidats, ils passent une sorte de test, ils sont tous alignés sur des sujets. Là, c'est un peu différent. C'est un document prospectif qui servira de réflexion au candidat, à celui qui sera élu présidente ou président de la République. Ça s'appelle « Restaurer la confiance ». Et d'une manière assez mécanique, restaurer la confiance dans l'économie, restaurer la confiance dans la transition juste, restaurer la confiance dans le paritarisme, restaurer la confiance dans la représentation des intérêts de la démocratie sociale. En un mot, c'est un syndicat qui a envie d'exister, au sens propre du mot, et qui interpelle les gouvernants en disant « attention, ne ratez pas le virage ». Qu'est-ce que vous pensez non pas de ce syndicat, mais de cette initiative? Comment vous la regardez? Parce que je trouve ça assez intelligent de faire ça. Alors, restaurer la confiance, c'est un enjeu absolument capital dans un pays comme la France, qui est ultra fragmenté, et il est ultra fragmenté à cause de décisions prises il y a longtemps et qui avaient pour but de, niche par niche, d'assurer à certains les droits pour des raisons diverses et variées, liées à l'histoire, liées à l'évolution des métiers, liées à la politique, et le fait qu'aujourd'hui on a un pays très très fragmenté. Et donc le débat sur la confiance, le fameux livre « La société de méfiance oui. », ça, on le connaît bien. Alain Peyrefitte avait écrit il y a très longtemps, l'ancien ministre, La société de confiance, où il expliquait à quel point la confiance est un levier extrêmement puissant de productivité, de progrès, de croissance. Donc toute étude en profondeur d'un retour de la confiance mérite de l'intérêt. Donc bravo à ce syndicat. Un focus quand même, parce que ça fait écho exactement à ce que vous avez dit, Stéphane. Revoir les fondamentaux de notre économie à travers une politique publique plus ambitieuse. Et ils disent, ce syndicat, redémarrer l'industrialisation de la France. Vous y croyez, Olivia? Parce que moi, ça fait 20 ans qu'on m'en parle. Ça me fait 20 ans. La balance commerciale est à moins 86 milliards. On a encore des pans de notre industrie qui disparaît, là, malgré tout. Comment on fait là? Alors bon, après effectivement sur le timing c'est assez smart, voilà, ils vont essayer de cornériser les deux candidats au deuxième tour sur ce sujet. Après sur le fond, restaurer la confiance, c'est vrai que ça fait des années qu'on parle, on entend parler de ça. C'est un peu comme restaurer la paix. C'est comme ça, c'est des idéaux, c'est beau sur la vie, mais concrètement, comment on fait? Et c'est vrai que le discours de réindustrialiser, aujourd'hui on est plus dans comment amorcer cette transition énergétique, comment être autonome. Après la confiance est sur plein de sujets, c'est aussi la confiance qu'on a envers la science lorsqu'on nous dit qu'on n'a plus que 3 ans pour essayer de respecter les exigences liées au réchauffement climatique. C'est aussi la confiance. C'est aussi la confiance qu'on a envers la démocratie. Lorsqu'on parle, bientôt il y a une étape très importante dimanche. J'espère qu'il y aura peu d'abstention. Et pourtant, on parle d'une grande abstention. Oui, la confiance qu'on a envers les journalistes, à travers les fake news, à travers la confiance de plus en plus faible. Donc du coup, c'est un très beau projet de société. Mais par où on commence? Mais c'est ça. Le dialogue social, parce que c'est intéressant, c'est un syndicat CFE-CGC, donc la Confédération des cadres, Confédération générale des cadres. On fait comment dans le dialogue social? On le reprend parce que ce qui est annoncé, et ce qui n'est pas dit, mais implicitement, il y a l'idée de revaloriser le paritarisme. Et le paritarisme, c'est l'idée que les syndicats patronaux et salariaux se mettent autour d'une table et bâtissent un projet de société sur notre économie, notre vivre ensemble. Je dois avouer que moi, peut-être que je ne regarde pas assez ou j'écoute pas assez, mais les syndicats sont quand même un peu absents quand même. Mais pourquoi ils sont absents? Il y a combien de personnes qui sont syndiquées en France? Comment on peut construire 8% dans le privé, je crois. Merci. Comment on peut construire un projet de société? Ils font autant que... j'allais dire Hidalgo, mais ils représentent une force historique parce qu'ils font partie... Ils ont une histoire, bien sûr, et ils signent des accords parfois essentiels. Et ils ont leur rôle à jouer, mais je veux dire, on n'est pas en Allemagne, c'est-à-dire qu'en France, il y a quand même très peu de personnes qui sont syndiquées. Donc ça me paraît compliqué de porter un projet... J'essaie de me projeter en septembre. Un des grands reproches adressés à Emmanuel Macron, quand il est arrivé au pouvoir, c'est de gouverner de manière extrêmement verticale, vous connaissez bien l'expression, sans s'appuyer comme un Jupiter, en court-circuitant les corps intermédiaires. Et évidemment, ce rapport, j'imagine, rappelle que les corps intermédiaires sont quand même, en théorie, parce qu'il y a beaucoup de contre-exemples, mais en théorie, l'incarnation même de la confiance. C'est l'outil fondamental de la confiance, c'est-à-dire la possibilité pour chaque Français de se dire qu'il appartient à une collectivité
autre que son quartier, son entreprise ou son club de foot. Mais encore une fois, on manie aujourd'hui, c'est intéressant, c'est une thématique des paradoxes, parce que au moment où on dit que les syndicats n'ont plus de légitimité, ou leur légitimité s'est un peu effritée au sein des entreprises, privées en particulier, au même moment, on découvre aussi que ces syndicats, quand on creuse les sujets, négocient les accords de branche, négocient le quotidien des salariés et se retrouvent en première ligne sur tous les sujets qu'on a évoqués. Et septembre, ça sera une rentrée sociale, dit-on, compliquée. On en a besoin, on en a encore besoin ou pas ? C'est ça la question. On réinvente un autre modèle ou on reste sur ce vieux modèle issu de 45 ? C'est vrai que quand on voit que la représentation syndicale, c'est 8% des salariés dans le privé, le fait qu'ils puissent signer tous ces accords dont vous venez de parler semble aberrant. Mais en même temps, quelle est l'alternative ? C'est ça. Au sein de l'entreprise, il y a des forces extrêmement puissantes. On appelle ça les ERG, vous connaissez, les Employee Resource Group, qui se constituent autour de manière communautariste, autour d'un certain nombre d'enjeux, soit de minorités sexuelles, soit de sport, soit même des amoureux de la bière. Enfin, il y a toutes les catégories. Culture woke un peu, quoi. Enfin, woke ou pas, mais en tout cas, qui fragmente le corps social de l'entreprise. Alors qu'en principe... Qui le communautarise, en fait. Voilà, exactement. Oui, Olivia, parce que vous évoquiez, et moi je suis d'accord avec vous, une critique des syndicats et de leur faible représentativité, et puis dans le même temps, c'est eux qui seront en première ligne pour négocier avec le ministre de l'économie, le prochain, des accords majeurs sur l'augmentation des salaires, sur le SMIC, sur le temps de travail. Enfin, je veux dire, c'est impressionnant ce qu'ils font quand même. Oui, non, mais effectivement, ils ont toute leur place. Après, comme vous le disiez, bon, c'est pas parfait, mais c'est important qu'ils soient là malgré tout. Mais je pense sur ces rapports sur réinstaurer la confiance, c'est une idée intéressante, mais je pense qu'ils auraient beaucoup à gagner, à peut-être investir dans des campagnes de communication plus globales pour en fait expliquer aussi aux jeunes l'importance, les victoires qu'ils ont pu gagner, et puis l'importance d'être représentés, parce que sinon le rapport de force déjà qu'il n'est pas toujours équilibré. Et puis rappelons aussi que les jeunes aujourd'hui, ils ont d'autres formes en fait d'action que le syndicalisme. Déjà, on a les assignations médiatiques, on a les comptes balance, on a aussi, ils ont un arsenal d'outils qui n'existait pas à l'époque aussi, où les syndicats ont connu un peu leur heure de gloire. Donc, aux syndicats de s'adapter et à montrer vraiment leur utilité et leur importance dans le débat. Ils seront soit des freins pour conclure à la réforme, soit ils seront des facilitateurs de la réforme. Quand le débat des retraites arrivera, si Emmanuel Macron est élu ou réélu, ce débat va arriver sur la table très vite. Tout à fait. Très vite, dès septembre. Donc, retraite à 65 ans, les syndicats vont d'abord être consultés, vous êtes d'accord ? Oui. Ils freinent ou ils accompagnent. Oui. La CFE dit, il ne faut pas nous oublier, et par ailleurs, il faut faire attention parce qu'on a malgré tout du pouvoir. Donc, c'est quand même très paradoxal, quand même, ce qu'on la grande chorégraphie et pouvoir de nuisance, évidemment. Oui. La grande chorégraphie à trois entre l'État, les syndicats et le MEDEF, c'est une chorégraphie complètement du passé. Et dans un jeu de rôle d'ailleurs. Elle est du passé au sens où peu de gens lui font confiance et les jeunes en particulier ne lui accordent aucune importance. Et pourtant, c'est elle qui est aux manettes. Donc le paradoxe doit un jour cesser. C'est tout le paradoxe, mais on attendra septembre pour reparler de tous ces sujets, mais ils sont devant nous, quelle que soit l'issue de cette élection présidentielle. Il y a des réformes qui attendent, et donc qui attendent la CFE-CGC notamment, et tous les autres syndicats dits représentatifs, parce que la réforme Sarkozy a un tout petit peu réorganisé la représentativité. Merci à vous, merci Stéphane. On va voir la une de Pour l'Écho, le nouveau numéro. Il est sorti quand Hier. Stéphane Marchand, il est sorti hier, il est tout chaud. Voilà, la une de Pour l'Écho. Peut-être, voilà, peut-on imiter les succès des autres ? Et vous parlez éventuellement notamment du modèle danois. Absolument. Entre autres. Oui, il y a le modèle toujours danois. cité. Oui, toujours cité. Ouais. Le nord de l'Europe est très flatteur pour nos espoirs à nous. Ouais, c'est la référence. Modèle suédois parfois, mais je trouve que la Suède est un tout petit peu redescendue d'ailleurs. Si vous arrêtez de faire des efforts, vous retombez. La bicyclette ne doit jamais... C'est comme le vélo dans un col. Si vous arrêtez de pédaler, vous redescendez. Olivia Copin, merci d'être venue. Merci à vous. Juste business, mais bien sûr, juste business et professeur au CELSA. Merci à vous deux. On termine avec Fenêtre sur l'emploi et on va s'intéresser, alors là vous allez voir c'est tout un programme, c'est le Tinder du recrutement. J'ai très envie de savoir comment ça marche. Fenêtre sur l'emploi avec Now Jobs, l'application qui simplifie vos recrutements. Fenêtre sur l'emploi. On parle recrutement pour terminer notre émission comme chaque jour. Et je reçois Kaina Gembar. Bonjour Kaina, Bonjour. Country Manager chez No Jobs.
entre Jobs. Now Jobs, je ne suis pas descendu assez sur le haut. Now Jobs, vous avez créé cette entreprise en 2021, c'est 2021. une jeune entreprise, une start-up, et vous avez créé une application mobile qui, alors la promesse est assez intéressante, une appli qui serait un peu le Tinder de l'emploi. Expliquez-nous comment ça marche d'abord. Alors, comment ça fonctionne Now Jobs, je ne l'ai pas créée moi, elle était déjà créée, en fait, elle existe en Belgique, aux Pays-Bas. Et on a lancé effectivement la France récemment, il y a un peu moins d'un an. Comment ça fonctionne? C'est une application qui permet de mettre en relation en fait des employeurs qui ont un besoin, qu'il soit ponctuel et ou récurrent, et des personnes qui recherchent un emploi, mais un emploi avec une certaine flexibilité. Ça peut être un complément de revenu, ça peut être effectivement une première mission, une insertion professionnelle. Comme on dit, arrondir un peu ses fins de mois, quoi. On peut effectivement arrondir ses fins de mois grâce à cette application, qu'on soit étudiant, retraité ou même salarié temps partiel, temps plein. Je télécharge l'application. Vous téléchargez l'application. Je cherche un emploi, je ne suis pas un employeur, je cherche. Je dois, j'imagine, renseigner ma fiche, expliquer qui je suis. Effectivement, en fait, vous téléchargez l'application, vous complétez votre profil. L'avantage, c'est qu'il n'y a pas besoin de CV, donc on enlève en fait tous les irritants. C'est un peu ça, notre application, c'est enlever les irritants côté employeur et côté, effectivement, candidat qui recherche. Et ensuite, vous avez accès aux offres, en fait, qui sont diffusées par les employeurs en instantané sur l'application. Juste un mot, j'entends les irritants, le CV, parce qu'évidemment, quand on lance une appli, qu'on est sur son téléphone et qu'on n'a pas le temps, on n'a pas 2 heures à écrire le CV, on est d'accord. En revanche, il faut quand même donner quelques éléments qui fassent qu'on match avec l'entreprise qui cherche. Enfin, je veux dire, sinon, c'est compliqué. Le candidat va donner des préférences d'emploi, va indiquer effectivement la zone géographique sur laquelle il souhaite travailler. Il va également écrire une petite biographie pour expliquer qui il est, ce qu'il recherche, ses motivations, etc. Et ensuite, l'employeur aura accès directement à cette biographie, à son profil. Il a une petite photo de profil également. Et l'appli corrige les fautes d'orthographe ou pas? L'appli ne corrige pas les fautes d'orthographe, mais on a une équipe de Customer Success qui accompagne également les candidats dans la rédaction de leur profil. Et Oui, ça, c'est important. Parce que parfois, on Tout peut à être fait. jeune, les Exactement. formules, la grammaire, Tout à fait. parfois c'est compliqué et c'est parfois rédhibitoire même quand on est sur votre plateforme. Tout à fait, et c'est pour ça qu'on les accompagne. On fait également une petite interview qu'on mentionne sur l'application, sur le profil du candidat, et il y a une totale transparence vis-à-vis des compétences et du savoir-être et savoir-faire du candidat. L'intérêt de la plateforme Kaina, c'est quand même d'abord la fluidité, l'instantanéité. Une fois que ça match, comment on le sait? Moi, comment je sais celui qui cherche? Alors, J'ai effectivement, un push, j'ai quelque chose? Alors, effectivement, l'objectif de la plateforme était de fluidifier le marché du travail, et notamment le marché du travail temporaire, où c'est assez Oui, c'est compliqué. l'intérim aussi, on est d'accord. Hein. Exactement. C'est un statut qui est plus protecteur que effectivement le travail indépendant et donc qui pose aussi moins de freins vis-à-vis du candidat et également vis-à-vis de l'employeur. Une fois que le candidat postule, l'employeur le sait directement, il a une notification et il voit le profil en fait du candidat directement depuis son application mobile. On a aussi une version. Mais lui, il regarde. Il regarde. Et il dit OK ou pas OK. Il dit OK ou pas OK. En cliquant sur OK, automatiquement l'application va envoyer un contrat au candidat. Attendez, c'est directement, il reçoit le contrat. Tout de suite, il reçoit le contrat. D'accord. Et là, en fait, le candidat a juste à faire « je signe », c'est cliqué, signature, la déclaration d'embauche est faite, le contrat est fait, toutes les démarches sont faites, il peut aller travailler. Donc en fait, il faut quand même rassurer ou pas d'ailleurs, chez Now Jobs, je crois l'avoir bien dit, l'idée c'est quand même des emplois, je dirais, courts, des CDD courts, des contrats courts, on est d'accord. Tout à fait. On ne cherche pas le CDI pour une carrière à vie, là, c'est pas l'objectif. Vous avez Encore que. Exactement, encore que. En fait, l'objectif de l'application était de mettre en relation les entreprises qui avaient besoin d'agilité. Comme on le sait, la Covid a un peu... Aller vite, voilà, effectivement, besoin d'agilité, faire face à des pics d'activité, faire face à des impondérables, des absences, etc. Et des candidats qui sont peut-être en insertion professionnelle, en reconversion, ou des étudiants, des retraités qui recherchent un complément de revenu, des temps partiels, qui ont besoin, eux, de flexibilité. Donc, d'allier leurs contraintes à un emploi, un revenu complémentaire. Et donc, c'est cette fusion entre l'agilité demandée des entreprises et la flexibilité demandée par certains travailleurs. Qui veulent organiser leur... Et puis, derrière, on postule, en fait, quand on veut et d'où l'on veut. Il faut quand même que l'employeur soit précis sur la fiche de poste, qu'il ait fixé le salaire, le montant. Alors, tout est fait. Tout ça doit être très carré. C'est vous qui gérez ça. Hein. Exactement. En fait, l'application va diriger l'employeur directement. C'est souple pour l'employeur aussi, c'est confort en fait. En 15 secondes, vous pouvez diffuser une offre
en instantané, la diffuser à tous les candidats et en moins de 3 secondes, vous avez déjà des candidats qui postulent à votre offre. Donc c'est une vraie promesse, vous êtes bien le Tinder de l'emploi. Concrètement, les métiers qui recrutent sur votre plateforme, parce que vous avez aussi une visibilité, il y a les entreprises qui poussent votre porte. Quels sont les secteurs aujourd'hui qui sont sous tension et qui utilisent votre plateforme? Alors, on a des activités sous tension, comme vous le dites, qui sont les métiers de la restauration. On a aussi des reprises dans l'événementiel. On a aussi les métiers du retail, le commerce. On a aussi des métiers dans la logistique pour des postes de préparateur de commandes. On est plus sur des missions en fait qui sont peut-être peu qualifiées, où on demande plus de savoir-être et de la motivation. Et à partir du moment où le candidat postule sur ce type de mission, Courte. il y a comme un intérêt. C'est quoi la durée moyenne de vos missions? Alors, la durée moyenne de la mission, elle est généralement de 2 jours. C'est court. Hein. Mais il y a une certaine récurrence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous pouvez... Il y a des missions sur lesquelles on a positionné des personnes temps plein. Mais c'est ça, après... Mais sur le long terme, c'est-à-dire que c'est des contrats qui sont qui sont hebdomadaires ou des contrats sur 2 semaines, etc. et qui sont repris. Merci Kaina Gembard d'être venue nous rendre visite, j'ai tout compris. C'est vrai ? Vraiment. Country Manager chez Now Jobs, et qui est effectivement cette rencontre entre l'employeur et un salarié, contrat court, ça match, on dit OK, et en avant, on part au travail, parfois le lendemain, parfois le soir même. Le soir même. Merci. Dans les 2 heures. Merci de nous avoir rendu visite, merci à toute l'équipe, merci à Kylian pour la réalisation, merci à notre preneuse de son Amanda, merci évidemment à Pauline Gratel, et je remercie Carla pour l'accueil invité. C'est un vrai plaisir, passez un agréable week-end sur nos antennes, sur les antennes de Bismarck. Et je vous retrouve lundi, évidemment. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.